Michel Janin, coéquipier de Michel Petit dans cette folle aventure qu'a été la mise en dépôt des instruments de physique de l'UB, nous présente 3 expériences. Dans cet épisode, il est accompagné de Bernard Quinez pour nous parler de l'expérience des figures de Lissajous. Physicien du 19e siècle, ce dernier met au point une méthode permettant d'étudier les sons à l'aide de l'œil et non de l'oreille. Alors que le domaine de l'acoustique stagne pendant plusieurs années, Lissajous va présenter ses recherches devant l'Académie des sciences en 1855. Et il va en particulier attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le la de référence dans les orchestres n'est pas normalisé d'un pays à l'autre, elle varie aussi en France d'un théâtre à l'autre, etc. D'où des tas de problèmes pour les interprètes. Il va donc attirer l'attention du gouvernement qui va créer une commission dont va faire partie Lissajous, mais aussi des musiciens renommés. Cette commission donc va finalement définir une fréquence en ce qui concerne le la de référence, et ce n'est qu'en 1879 que la fréquence internationale sera fixée à 435 Hz. Donc Lissajous a joué un rôle important, et il va à l'époque, le gouvernement va lui demander de contrôler tous les diapasons des chorales, orchestres, etc. référencés. C'est un appareil qui permet de donner une fréquence fixe qui est assez pure. Encore à l'heure actuelle, tous les chefs de chœur, tous les chefs d'orchestre ont un diapason dans leur poche. Et un diapason, pour qu'il puisse être utilisé, le musicien, lui, l'approche de son oreille. Mais regardez, ce gros diapason, on lui met une caisse de résonance, et quand on frappe le diapason, eh bien, il sonne, et il va continuer de sonner longtemps. Ici, on a un magnifique coffret dans lequel il y a plusieurs diapasons. Les plus grands donnent les fréquences graves, les plus petits donnent les fréquences aiguës. Si on n'a pas l'oreille musicale et qu'on veut travailler, eh bien, il y a moyen de faire quelque chose. Ce qu'a fait Lissajous, c'est visualiser les vibrations des branches du diapason. Alors, pour faire ça, il suffit de mettre un petit miroir sur la branche du diapason, et puis on va éclairer le miroir avec un faisceau laser, et là je vais tourner mon miroir, vous voyez que si je le bouge, je peux faire déplacer le spot. C'est ça le principe. Alors vous avez ici une représentation de l'expérience originale de Lissajous. Alors vous voyez qu'il y a une lampe, alors ça ressemble à une lampe à pétrole, ça peut être aussi une bougie. Et puis, il y a 2 diapasons, mais ces 2 diapasons, il les a pas mis dans le même angle. Il en a mis un, par exemple, horizontal, et le deuxième, il l'a mis vertical. Et chacun est équipé d'un petit miroir, et qu'est-ce qu'il va faire? Avec une lunette, c'est lui qui regarde le point lumineux à travers les miroirs qui sont posés sur les branches du diapason. Alors vous voyez, il y a un réglage qui est assez délicat. Lorsque le diapason vertical va vibrer, eh bien, ça va faire comme si la lampe se déplaçait dans le plan vertical. Et l'autre, c'est dans le plan horizontal. Donc on va conjuguer 2 mouvements perpendiculaires, ce qui va permettre de faire ce qu'on appelle la figure de Lissajous. Vous avez 2 diapasons. Il faut qu'ils vibrent longtemps. Alors, pour vibrer longtemps, on va utiliser ce qu'on appelle des diapasons entretenus. Vous avez le diapason, et puis vous avez une bobine électrique qui crée un champ magnétique qui peut attirer une branche du diapason. Derrière, vous avez un petit contact. Comme la branche avance, ça coupe le courant. Ça n'attire plus. Donc il revient. Alors en réglant judicieusement le petit contact, on arrive à le mettre en vibration pendant un temps relativement long, suffisamment grand pour faire une expérience. Donc cet appareil-là, j'en ai fait une petite copie ici. Et donc, si j'allume un petit faisceau laser, le faisceau laser vient se réfléchir sur un petit miroir qui est sur la branche du diapason vertical,
qui le renvoie sur un autre petit miroir qui, cette fois-ci, est sur la branche du diapason horizontal. Et du coup, eh bien, après, il repart vers l'écran. Alors maintenant, on va essayer de faire marcher le système. Et on voit cette figure-là. Alors normalement, en réglant bien, on arrivera à la faire. Alors vous voyez, c'est quelque chose qui tremble, parce qu'évidemment, les deux diapasons, ils ont des fréquences qui sont pas du tout égales. Donc cette figure-là, elle évolue sans arrêt. Donc l'Issajou, il a joué sur le fait qu'en alourdissant un diapason, on arrivait à le ralentir, etc. Alors vous avez ici quelque chose qui est très très simple, c'est une petite surface très réfléchissante sur une tige. Alors cette tige, c'est une tige à section carrée. Alors si je l'excite très bien dans ce sens-là, vous voyez, ça va décrire un trait, et ça vibre pendant un certain temps. Si je l'excite dans ce sens-là, c'est pareil, dans l'autre sens. Et puis si je l'excite de travers, donc là, ça fait une ellipse. Ça fait partie des figures de l'Issajou. C'est une ellipse qui se transforme en droite, et une ellipse, et puis etc. Alors ça, c'est parce que les deux fréquences de vibration, quand je suis dans ce sens-là ou dans ce sens-là, sont les mêmes. Puisque la barre, c'est une barre à section carrée. Donc elle est équilibrée. Alors maintenant, je prends une autre barre, mais cette fois-ci, elle a une section rectangulaire. Et si je la fais vibrer de travers, ça va faire une espèce de courbe qui ressemble énormément à celle que vous allez voir sur l'oscillo, parce que la vibration dans ce sens-là est 2 fois plus lente que celle dans ce sens-là. Alors un oscilloscope, ça va permettre de visualiser les signaux. Ici, nous avons 2 générateurs de fréquences. Il y en a un qui est à 518 Hz et l'autre qui est à peu près à 1000 Hz. Donc, il y a un rapport 2 entre les deux. Si je décale la fréquence, j'arrive à cette courbe-là. C'est une courbe qui a une forme de 8. Alors, vous voyez la puissance de la méthode de l'Issajou. Si ça a une forme de 8, eh bien, c'est qu'il y a un rapport 2 dans les fréquences. Et la figure, toutes les 3 secondes, elle a fait un tour. Ça veut dire que les 2 générateurs ont des fréquences qui diffèrent de 1 vibration par seconde avec ce système-là. Alors, vous voyez qu'on peut changer le générateur, on peut s'amuser à mettre à peu près 500 Hz ici. Et là, on a la courbe classique de l'Issajou. Alors, regardez, vous voyez, je le fais passer d'une ellipse à un cercle, une droite, etc. Et là, ça nous permet de savoir que il y a un écart entre les deux de quelques Hertz. Vous voyez, ils écrivent 522 Hertz et l'autre 524, mais bon, ils sont pas aussi précis que ça. Alors ici, vous voyez que ces 2 fréquences-là, il y en a une qu'on a stabilisée, mais l'autre on peut pas, puisqu'elles sont pas rigoureusement égales. Et vous voyez, quand l'ellipse tourne, c'est parce que cette fréquence-là, elle a ce sens-là, puis si je vais dans l'autre sens, ça la fait avancer d'un côté ou de l'autre. Et quand c'est immobile, c'est que les fréquences sont rigoureusement égales. Alors ça, c'est quelque chose que les musiciens connaissent très bien. C'est comme ça qu'ils accordent leur appareil de mesure sur le fameux La. Ils écoutent les battements, parce que la rotation de l'ellipse, ça correspond à ce qu'on entend à l'oreille comme un battement. Quand ils voient que la période du battement devient très grande, c'est qu'ils sont à l'accord. Après, on peut entreprendre le morceau de musique. On peut également retenir que Jules-Antoine L'Issajou est un savant rattaché à la région. Il est en effet marié à une Dijonnaise et nommé recteur de l'Académie de Besançon en 1875 et décède à Plombières-les-Dijon en 1880. Retrouvez tous les épisodes de la série En Vibration sur la chaîne YouTube de l'UB.